Bienvenue dans Curiosité. Dans quelques instants, nous retrouverons Frédéric Guerig-Ergoth, attaché de conservation, qui nous présentera l'objet du mois du musée d'Unterlinden. Puis nous aurons rendez-vous avec Thierry Meyer, président fondateur de l'association Les Enfants de Tchernobyl, dans le cadre de l'opération 10 000 E pour les enfants de Tchernobyl. Mais tout d'abord, c'est Jean Lorenz, président de la société Schongoer, qui nous dresse le bilan de l'exposition consacrée à Matthias Grunewald au musée d'Unterlinden. Cette exposition a été heureusement pour nous un grand succès puisque nous avons eu 65 000 visiteurs, ce qui était assez remarquable puisque l'exposition a lieu à une période où en principe en hiver on a très peu de public, au mois de décembre, au mois de janvier où on n'a que 4 000 visiteurs et au mois de février on a 6 000 visiteurs. Or là effectivement l'exposition a bien marché puisque nous avons eu un nombre considérable de visiteurs, je répète 65 000. Cette exposition a été faite en collaboration, bien entendu, avec le musée de Karlsruhe. C'est en effet eux qui se sont mis en rapport avec nous et nous ont demandé si nous voulions faire cette exposition avec eux et ultérieurement avec Berlin, puisque l'exposition est partie maintenant pour Berlin. Et c'est en collaboration avec ce musée de Karlsruhe que nous avons réalisé cette exposition. Le catalogue a très bien marché. Nous avions commandé au départ 2000 catalogues français, 2000 catalogues allemands. Ils ont tous été vendus et nous avons été obligés de repasser un nouveau contrat et nous avons à nouveau commandé 1300 catalogues supplémentaires qui vont certainement partir très très vite. Et il y a eu un retour sur le plan économique et touristique pour la ville de Colmar. Je puis vous citer la déclaration d'un dirigeant d'un hôtel-restaurant très célèbre de Colmar qui nous a dit que rien qu'au courant du mois de février, il a fait 800 nuitées et ces restaurants, les 2 restaurants qu'il a à sa disposition, ne désemplissaient pas. Et il n'avait jamais vu ce phénomène auparavant. Donc nous avons eu un impact, nous sommes en quelque sorte une locomotive touristique et économique pour la ville de Colmar. Mais tout de suite, direction le musée d'Unterlinden dans le cadre de l'objet du mois et c'est Frédéric Guerig-Ergoth, attaché de conservation, qui nous propose son éclairage sur des œuvres d'Otto Dix, Max Beckmann et Georges Gross sur le thème de la guerre. Dans le cadre de l'objet du mois de mars 2008, le musée d'Unterlinden propose un accrochage autour de la nouvelle objectivité et plus particulièrement autour de la figure d'Otto Dix, qui est un peintre allemand, mais né en 1891 à Gera, en Thuringe. Après une formation d'art plastique à l'école des arts appliqués de Dresde, Otto Dix, comme ces artistes contemporains, s'engage volontairement dans la Première Guerre mondiale, la fleur au fusil, convaincu que cette guerre changera la société et permettra un renouveau. Encouragé par les écritures de Nietzsche, il part au combat donc avec la Bible et le gai savoir sous le bras. Il reviendra, comme la plupart des artistes contemporains engagés volontaires comme Gross, comme Beckmann par exemple, complètement traumatisé par cette Première Guerre mondiale, et à partir de là, toute son œuvre sera terriblement marquée par ces événements. Entre les 2 guerres, il fera partie de ces artistes inclus dans ce groupe qu'on appelle la Nouvelle Objectivité en Allemagne, qui sont des artistes qui vont désormais montrer une image extrêmement crue de la société allemande et aussi critiquer à travers elle la société de Weimar. Condamné par les nazis en 1933, et considéré comme un artiste dégénéré, il est obligé de s'exiler sur les bords du lac de Constance et condamné à faire de la peinture de paysage. Lorsque la Seconde Guerre mondiale démarre, il a une 50aine d'années, il est toujours sur les bords du lac de Constance et à l'issue, vers la fin de la guerre, en fait en février 1945, il est enrôlé de force dans la Volkssturm, qui est une formation de soldats vétérans envoyés au combat, donc à la fin de la guerre. Et à cette occasion, il est fait prisonnier en Forêt-Noire, donc en avril 1945, et interné dans le camp de prisonniers du quartier du Logelbach à Colmar. Dans ce camp de prisonniers,
il est remarqué par un commandant français qui reconnaît en lui l'expressionniste allemand célèbre, qui était quand même connu à cette époque, et il lui permet de rencontrer un artiste colmarien qui est Robert Gall, qui va lui prêter son atelier, qui est dans une rue tout près, rue Charles-Grade, et qui lui permettra donc d'exécuter ses peintures. À la commande aussi, à la demande de l'administration militaire, Otto Dix va réaliser un triptyque extrêmement célèbre qui est la Madone au barbelé, aujourd'hui conservée à Berlin, dont le musée d'Unterlinden conserve une esquisse que vous voyez ici derrière moi. Alors c'est une œuvre importante dans la carrière d'Otto Dix, directement inspirée aussi bien de Martin Schongauer et notamment de la Vierge au buisson de roses, par la présence donc de cette Vierge à l'enfant derrière un buisson de roses qui cette fois s'est transformé en buisson de barbelés. Donc on reconnaît les barbelés dans cette esquisse et bien sûr ces barbelés apparaissent de façon plus impressionnante encore dans la peinture elle-même. Mais aussi, on retrouve certains éléments du retable d'Isenheim que je vais évoquer pour certains détails. Au fond, le paysage que l'on voit est celui que voyaient les prisonniers depuis leur campement militaire, c'est-à-dire l'église du Logelbach, la vallée de Münster et le Grand Honac derrière. Le volet de droite représente un des épisodes de la vie de Saint-Pierre, alors qu'il était prisonnier pour la seconde fois à Jérusalem, enfermé par Hérode Agrippa. Et c'est l'instant où un ange vient le libérer de sa cellule. Alors l'ange apparaît ici, et cet ange-ci, complètement transfiguré, ressemble étrangement au Christ ressuscité du retable d'Isenheim, avec la main levée, comme dans le retable d'Isenheim. Alors cet ange vient secourir Saint-Pierre dans sa cellule, il est alors gardé par des soldats, et cet épisode évoque aussi la résurrection du Christ, où le Christ sort de son tombeau, gardé par des soldats. Le personnage du volet de droite est Saint Paul, également un épisode de la vie de Saint Paul prisonnier et libéré à l'issue d'un tremblement de terre, donc libéré de ses chaînes et de sa cellule. Il regarde le ciel salvateur, avec une nuée ici qui représente en fait les autres prisonniers du campement de Saint-Paul. Évidemment, ces deux images d'hommes qui sont libérés par Dieu sont autant d'images d'espoir pour les prisonniers enfermés dans le camp de prisonniers du Logelbach, d'une possible issue à leur emprisonnement. Cette image de la rédemption est en fait assez rare dans les œuvres d'Otto Dix de cette fin de la Seconde Guerre mondiale. On est plutôt habitué effectivement à voir dans son travail des œuvres de souffrance qui représentent la souffrance de la guerre, et notamment nous conservons dans nos collections le portrait qu'il a fait d'un ami peintre qui était prisonnier comme lui dans le camp du Logelbach. Il l'a représenté en buste 3 jours avant son décès, entouré d'une couronne de barbelés qui est évocatrice de la couronne d'épines du Christ. Donc encore une fois, ce rapprochement entre la christologie, entre la vie du Christ et la situation des prisonniers, qui sont autant de corps souffrants comme celui du Christ dans l'iconographie chrétienne. Je vous rappelle que Frédéric Görig-Ergoth, attaché de conservation au musée d'Unterlinden, vous propose une conférence sur les œuvres d'Otto Dix, Max Beckmann et Georges Gross le 20 mars, salle Fleischhauer. Attention aux horaires, exceptionnellement cette conférence se tiendra de 18 h à 19 h. Le vendredi 21 mars, à la chapelle du musée, sera donné le traditionnel concert du Vendredi Saint. Au programme, l'Oratorio per la Resurrection de Handel sous la direction de Martin Geister par l'Orchestre du Parlement de musique de Strasbourg. Cette année, dans le cadre du concert du Vendredi Saint qui se tient dans la chapelle du musée d'Unterlinden, nous accueillons le Parlement de musique de Strasbourg pour un oratorio pour la résurrection de Jésus-Christ de Handel. Cette pièce a été écrite en 1708 à l'occasion de Pâques et c'est une œuvre de jeunesse de Handel mais qui est très aboutie. Cet oratorio relate en fin de compte le combat, ou plutôt la dispute entre Lucifer et l'ange au moment de la mort du Christ, mais aussi les plaintes et le signe d'espérance de Marie-Madeleine, de Marie-Cléophas et de Saint-Jean. L'oratorio de Handel sera interprété par l'Orchestre du Parlement de Strasbourg, dirigé par Martin Geister et interprété par 5 chanteurs.
Les samedis 15 et 22 mars, ainsi que pendant le marché de Pâques à Colmar, l'association Les Enfants de Tchernobyl proposera sa traditionnelle vente d'œufs en bois. C'est l'occasion pour nous de faire connaissance avec cette association humanitaire. Après notre entretien avec Thierry Meyer, président fondateur de l'association, nous diffuserons un document exceptionnel réalisé dans le cadre du dernier déplacement en Ukraine. Bien, historiquement, l'association a été créée tout simplement à cause des journalistes. C'est-à-dire que j'habitais près de Fessenheim à cette époque-là, et puis j'étais, je dirais, une des personnes qui maîtrisait un peu certaines choses au niveau de la physique nucléaire, au niveau des unités de mesure. Et après la catastrophe de Tchernobyl, eh bien, on a aussi eu le problème en Alsace entre d'un côté les Badois qui interdisaient de manger des épinards et les Français qui disaient mais tout s'est arrêté à la frontière. Donc les journalistes sont venus me voir et m'ont interpellé. Et suite à ça, eh bien, on a essayé de faire un petit peu autre chose que simplement répondre aux questions des journalistes. On s'est rendu sur place pour voir ce qu'il y avait. Et puis ensuite, c'est un certain nombre de rencontres avec des Ukrainiens, avec des humanitaires, avec des voyous aussi, qui ont lancé l'association en 1993. On est allé là-bas avec des amis, on a mesuré la radioactivité. C'était des gens qui étaient en train de griller, on ne peut pas dire autrement. Et puis ils disaient non, mais il n'y a aucun souci, alors que les gamins étaient par terre sur ce qu'on appellerait chez nous des déchets nucléaires, quoi. Donc ça prenait aux tripes et on dit on va essayer de faire quelque chose. Alors c'est vrai que c'était difficile parce qu'à l'époque c'était la corruption totale. Aujourd'hui elle est différente, mais à l'époque c'était le KGB, c'était les mafieux qui étaient présents. Et donc on a joué avec ça. C'était beaucoup plus facile autrefois qu'aujourd'hui, parce qu'avec des petits cadeaux, des petits bakchiches, on arrivait à faire des choses qu'aujourd'hui on n'arrive plus à faire. Donc le départ c'est ça, c'est un coup de cœur pour aider des gens. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait se structurer pour être un petit peu plus efficace. Et puis là, de fil en aiguille, des gens se sont approchés de l'association et ont aidé à le construire. C'est une équipe en formation pendant 15-16 ans et qui est aujourd'hui bien structurée. Alors aujourd'hui, l'association, c'est 470 familles, essentiellement dans les départements alsaciens, mais aussi dans les départements voisins, que ce soit la Moselle, la Franche-Comté. Un noyau dur d'un conseil d'administration d'une dizaine de personnes et une vingtaine qui gravitent autour. Donc 30 personnes très très actives et puis beaucoup de sympathisants. Heureusement des généreux donateurs qui nous permettent de mettre en avant des projets. Bon, au départ on a commencé en 1993 avec l'UNESCO. C'était un projet de l'UNESCO, c'était encore les soviétiques et le KGB, mais depuis ça s'est structuré de manière différente. Donc on a déjà accueilli en Alsace 2500 enfants, 30 groupes. Donc on recherche des familles d'accueil. Alors les principaux vecteurs pour trouver les familles, eh bien c'est une nouvelle fois la presse. Alors c'est la presse écrite, la presse audiovisuelle, mais aussi le bouche à oreille. Donc on cherche des familles. Et au départ, en 1993, on cherchait surtout des municipalités. Et une des premières municipalités à s'être manifestée, c'était Orbourvire. Donc on a eu, depuis 1993, une relation un peu privilégiée avec la municipalité, et même la commune, je dirais, d'Orbourvire, parce qu'à l'époque, on a eu beaucoup de familles. La municipalité d'alors avait autorisé les enfants, les jeunes enfants ukrainiens, à participer au centre aéré de la commune. Et depuis, eh bien, cette relation, elle a perduré. Stratégiquement, c'est aussi très intéressant parce que les enfants sont accueillis sur une surface qui est équivalente en gros à 2,5 fois l'Alsace. Et géographiquement, Orbourvire, c'est un épicentre. C'est aussi très intéressant au niveau communication parce que qu'on vienne de Moselle ou du territoire de Belfort, eh bien, c'est une sortie d'autoroute et on est très vite à Orbourvire. Mais c'est surtout l'accueil de manière générale de la population, mais aussi de la municipalité, du maire qui est le même depuis 1993 quand on a commencé. Alors on a deux types d'accueil. Au départ, quand on a lancé les premiers accueils d'enfants, on était très utopiste. On s'est dit, il y a 500 000 gamins qui devraient venir, donc on ne fait jamais revenir deux fois les mêmes. Mais au bout du premier séjour, les familles nous ont dit « Ah, mais j'aimerais le réaccueillir ». Le problème, c'est que ces enfants sont mineurs et n'ont pas le droit de sortir des territoires, que ce soit russe, bélarus ou ukrainien, sans être encadrés par des adultes. Donc on autorise, nous, à faire venir des enfants qui sont ce qu'on appelle réaccueillis, donc qui sont réinvités, à condition que ça ne soit pas les finances de l'association qui soient mises à contribution. Donc il y a deux types d'enfants qui viennent, des enfants qui ne sont jamais venus. Donc par exemple cet été, nous aurons des enfants qui viendront de Russie au mois d'août, c'est des enfants d'Ukraine au mois de juillet. Et il y a des enfants qui reviennent, aussi bien de Russie que d'Ukraine. Mais dans ce cas-là, c'est non pas l'association, mais c'est les familles qui payent. Et pour l'association, donc ces enfants, un enfant qui vient, c'est des séjours de 3 à 8 semaines. Pour l'association, le coût en transport, pour les visas, les assurances, c'est de l'ordre de 400 € pour un séjour pour un enfant qui vient d'Ukraine et de 500 €
pour un qui vient de Russie, tout simplement parce que les démarches sont un peu plus longues, il faut aller à Moscou chercher les visas. Et cet argent, on le récupère quasi exclusivement par une opération annuelle. Cette année, ça sera la 16e édition d'une opération qu'on appelle 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl. Cela consiste à vendre sur 45 points de vente dans toute l'Alsace, mais aussi dans le territoire de Belfort, des œufs en bois peints par des Ukrainiens, ce qu'on appelle des pisanki. Alors c'est des répliques des œufs, mais là c'est des œufs en bois. Et donc on sera présent cette année tout particulièrement à Colmar. On y sera présent toujours avec le stand rue des Clés, devant la mairie, qu'on a maintenant depuis 15 ans, mais en plus au marché de Pâques, où les organisateurs ont eu la générosité de nous inviter et de nous mettre un cabanon gracieusement à disposition. C'est des enfants qui sont quand même tous... ces enfants ont tous une famille. Volontairement, on ne fait pas venir d'orphelins. Donc ces enfants, au bout d'un séjour de 3 à 8 semaines, eh bien, ils ont envie de revoir le petit frère, les petits copains, la maman et le papa. Donc ils sont à la fois tristes et ils pleurent de quitter leur famille, souvent leur deuxième maman ou leur deuxième papa, mais ils sont aussi très heureux de repartir vers la famille pour raconter tout ce qu'ils ont vécu. Eh oui, petite Olga, il n'y a que dans les contes que les choses s'arrangent à la fin. Les fées malveillantes et surtout la folie des hommes ont coulé une chape de plomb sur ce pays qui autrefois était si insouciant. Mais le prince charmant ne viendra pas réveiller ces paysages. Il faudra attendre longtemps avant que les enfants des enfants de tes enfants puissent à nouveau pêcher, se baigner, rire et jouer ici. Вода нормальна, п'ємо нормально. Колодець чистий, вичищаємо, все нормально.
On est à 1 kilomètre de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et ici, les gens revivent. Malheureusement, ils réhabitent des logements qui ont été évacués. Et ce sol ici est très contaminé en césium. Si on avait un peu d'honnêteté intellectuelle, eh bien, on évacuerait ces gens. Le problème de ces maisons abandonnées, c'est tout simplement que les gens qui ont eu la possibilité de se loger en dehors de ces zones très contaminées, par exemple parce qu'ils avaient de la famille ou parce qu'ils avaient des autorités compétentes, eh bien, sont partis ailleurs. Mais ça pose un autre problème, c'est que ces maisons qui sont très contaminées maintenant, eh bien, on en vole une partie en ce qui concerne les matériaux. Donc on prend des matériaux du bois, par exemple, ou des briques qui sont très contaminés, et on les revend. Il y a un marché aux matériaux à Kiev, et on se retrouve malheureusement avec des matériaux radioactifs qui sont vendus dans la capitale à 120 km d'ici. Toutes les maisons ne sont pas évacuées parce que les gens n'ont pas eu la possibilité de se reloger. On a essayé dans un premier temps de reloger les gens sur Kiev. Et malheureusement, il y a des ghettos qui se sont formés avec ce qu'on appelle les Tchernobyliens, c'est-à-dire que les habitants de Kiev ne voulaient pas ces gens qu'ils ont considérés comme des pestiférés. Alors beaucoup de familles sont revenues dans ces villages très contaminés. Et heureusement pour elles, celles d'entre elles qui avaient de la famille ailleurs, eh bien, sont parties. Donc on se retrouve avec une situation relativement ubuesque où dans une même rue, on a côte à côte des maisons qui sont habitées et des maisons qui sont qui sont en train de mourir. Le problème ici, c'est surtout les enfants. Les enfants qui sont en train de se développer. Et donc il est clair que toute cette radioactivité ambiante, ce sable qui est radioactif, cette poussière qui est radioactive, les aliments qu'ils mangent qui sont radioactifs, eh bien, elles vont se concentrer. Et ces enfants sont en pleine croissance. Et malheureusement, ces éléments radioactifs vont perturber leur croissance en se fixant sur un certain nombre d'organes, les glandes, entre autres la thyroïde. Là, c'est un puits et malheureusement, c'est des eaux de surface. Il est fort probable que les eaux de surface soient très contaminées. Alors que dans tous ces villages, les autorités soviétiques, quelque temps après l'accident, ont foré des puits en nappe profonde parce qu'on a une nappe phréatique qui est à peu près à 300 mètres de profondeur avec de l'eau qui est vraiment de grande qualité. Et malheureusement, par fainéantise, parce que souvent il faut faire quelques centaines de mètres, eh bien, les gens ont choisi la solution de facilité et ils prennent l'eau de surface, l'eau du puits qui est contaminée. En cultivant le petit lopin de terre autour de leur maison et en mangeant les produits de leur récolte, les habitants de ces zones entretiennent une autocontamination qui maintient leur charge radioactive corporelle et surtout celle de leurs enfants à un niveau élevé. Nous sommes aujourd'hui dans les villages du nord de l'Ukraine, plus précisément dans le rayon de Poliske. C'est dans ces villages que sont sélectionnés les enfants qui viennent durant l'été en vacances en France. Nous sommes là essentiellement pour les rencontrer, pour nous présenter à leur famille et pour voir dans quel habitat ils vivent. C'est donc un certain nombre de personnes qui sélectionnent ces enfants, plus particulièrement les infirmières, les directrices d'école.
Не кожну, ну так. Пожалуйста. Поляша італіяні. Ну, Світлану знайду. La réunion commence à 13h. Ну, самі збори починаються о 13, але в 12, ну, автобус. І будуть там тоді розповідати, в яку сім'ю саме попаде. C'est demain qu'on nous explique où l'enfant, Tout à dans fait. quelle famille va enfant. Bah, moi, je peux déjà lui donner dans quelle famille elle va. Ну, завтра буде багато дуже людей. Каті може прямо зараз дати. On sait, tu peux lui dire que c'est difficile les premiers jours quand l'enfant arrive dans la famille. Ну, це відомо, що перші дні, коли дитина приїжджає в сім'ю, це важко. Ну так. Et c'est pour cela aussi que les familles doivent nous téléphoner pour donner des nouvelles. Hein. Donc, Поїдеш? Світлана. c'est pas facile hein, non plus. Hein. Puis à demain, de toute façon, à la réunion. Hein. Ну, значить, до побачення, до завтра ми. А подскажите, пожалуйста, нам младшевку сейчас нужно вот, получается, вот если ехать вот туда, да, вот как по... Elles sont scolarisées où ici hein? À Marianne. À Marianne-Esclave, il y a plein d'enfants qui sont déjà Est-ce qu'elle a des petites copines qui sont déjà allées en France? C'est le premier. Потім тут по сусідству живе дівчинка, вона пройшла. Elle dit en fait qu'il y a 3 enfants qui habitent Avec elle. en permanence avec elle, mais il y a encore les deux qui, un garçon il est à l'université militaire et la fille elle travaille à Kiev. Et maman n'a pas d'appréhension par rapport au départ de sa petite dernière? Ее поездки во Францию нету никаких, вы не переживайтесь, не волнуйтесь. Et en tout cas, ils sont très très contents de t'accueillir. И они очень будут рады тебя встретить и ждут тебя уже. Ils se posent juste quelques questions sur ce que tu aimes manger ou ce que tu n'aimes pas manger. Мы хотим задать тебе вопрос, Таня, о том, что ты любишь есть, а что ты не любишь кушать. Что ты любишь кушать? Alors j'ai vu que tu n'aimes pas manger les oignons dans la soupe. Ты нам говорила, да, уже, что ты не любишь лук в супе есть, правда? Лук в супе. Et le lait. А молоко любишь? Donc tu ne mangeras pas d'oignons dans la soupe et tu n'auras pas de lait. Так, я думаю, вона ще маленька, трошки научиться, там пам'ять же не така, як у нас. Elle pense qu'elle est petite, mais elle va vite apprendre les mots français parce que Запомнити слова і все. elle a le mémoire vraiment très... Elle capte bien. Et pour elle, c'est bien qu'elle parte. А для вас это хорошо, да, что она едет? Да. Qu'est-ce qu'elle en espère? А что вы ожидаете от ее поездки? Ой, все хорошего. Le Я так meilleur. думаю. Le meilleur. D'après elle, c'est le meilleur. Bonjour. Добрый день. Добрый день. На собрании завтра, вы знаете, да? Что Да, ми знаємо. Буде вже. Це Васький п'є. Maison. 9 буде. Жовтий. Elle va avoir 9 ans. D'accord. Elle est contente de venir en France? Ты хочешь приехать во Францию? Ты рада, да, что ты едешь? Да? Не хотіла. Tu vas aller dans une famille en France où il y a 3 enfants. Во Францию ты приедешь в семью, где 3 зовут Силуэ. Et un garçon de 10 ans qui s'appelle Merlin. И мальчик, ему 10 лет, его зовут Мерлин. Ти рада, що ти у Францію їдеш? Скажи мені. Ти хотіла туди поїхати? Скажи щось, щоб голосочок ти почули. Кажи, я хочу поїхати в Францію. Demande-lui si elle Я s'imagine. хочу поїхати в Францію. Elle dit qu'elle a envie d'aller en France. Tu es contente de venir en France? Elle a dit déjà 2 fois Oui, non mais oui, vraiment. Elle laisse...
Тебе батьки не заставляють їхати? Може, ти не хочеш, тебе заставляють? Ні. Quand l'association elle a pris de faire le choix des enfants pour le séjour en France, l'association lui donne exactement ce qu'elle veut. Cela veut dire en fait, la quantité d'enfants, leur âge, la quantité des filles et des garçons. Et bien sûr, ces enfants doivent être des familles défavorisées. Quand elles connaissent en fait la quantité et l'âge des enfants qui devraient être sélectionnés, elles s'adressent aux professeurs des écoles ou bien elles s'adressent aux familles qu'elles connaissent elles-mêmes. Et eux, ils font déjà des choix et ils donnent des propositions. Et après, elles notent leurs adresses, elles les donnent aux interprètes qui viennent ici pour faire le choix et pour vérifier la sélection. Et alors le choix, il se fait sur quels critères? Выбор деток по каким критериям делается? Обов'язково багатодітні родини і малозабезпечені сім'ї. Premièrement, ce sont des familles nombreuses et défavorisées, bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui voudraient aller en France, mais en association, il y a beaucoup de critères stricts d'après lesquels on fait le choix des enfants. Et c'est pour ça qu'elle est obligée de refuser. C'est vrai que pour elle, c'est très difficile de refuser parce que ce sont des enfants. Mais c'est vrai que tous les enfants voudraient aller en France, se soigner un peu, voir un autre pays. Добрий день. Добрий день. Не понимаю. Иду спрошу, да я ставлю тогда вещи, что я буду их нести. Вещи? Не поделить. Все народного не ждуть. Ну, конечно. Рубин Наталья Миколаївна. Давайте я сфотографирую. Горай, Владислав, горай. Є такі. Tu as fait des photos? Oui, dehors. Avec le Pendant soleil, dedans, c'est alors. bien. Добрий день. Добрий день. Моргулець. Моргулець. Є. Мама і батько. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers enfants, Дорогие дамы, господа, дорогие дети. je suis vraiment, sincèrement très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la 16e fois que je me rends dans votre beau pays et je ne me lasse pas de ces réunions. Très bien, nous allons maintenant parler des accueils de cet été. Pour les familles qui ne nous connaissent pas, je vais rapidement présenter l'association. Notre association est une association humanitaire qui a été créée en 1993. À l'heure actuelle, nous avons 400 familles françaises qui sont membres et ces familles
habitent en majorité en Alsace. L'Alsace est la région de France qui est le plus à l'est, qui a une frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Ну, ми їздили на багато цікавих місцях. Et правда, ми на цей год переїхали на нову квартиру. Nous avons visité beaucoup d'endroits intéressants. Nous avons visité la course, le Tour de France. Après, la famille a déménagé. Au début, ils étaient à Bar, maintenant à Obernai. Мені понравилось, як я їздила там. Ils sont allés à Europa Park en Allemagne, où elle a beaucoup aimé les manèges américains. Elle avait eu peur, mais en même temps, c'était très intéressant. J'étais très bien en France, je me suis très bien reposée. C'est dommage que j'ai refusé d'y aller pour 2 mois et maintenant j'y vais pour 1 mois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. La première année, oui, j'étais inquiète, comme n'importe quelle mère serait inquiète, mais après, comme elle est revenue et elle a raconté beaucoup de bien de son séjour, je n'étais plus inquiète. Ну, що розказувала? Дуже їй подобається. Наприклад, у нас немає такої можливості, щоб дитину десь повезти, щоб вона відпочила. Вони їй це все Elle raconte beaucoup de choses bien sur la famille d'accueil, sur les proches de la famille d'accueil, sur les endroits où elle a visité, parce que nous n'avons pas de possibilité d'amener notre fille partout en Ukraine, tandis que eux, ils ont montré beaucoup de choses à notre fille. Я дуже вдячна цій сім'ї, що нас Машку запросила. Bien sûr, la fille s'est bien reposée en France. Quand elle est revenue, elle a même grossi un peu. Elle voulait donc remercier sa famille d'accueil, ses enfants, dire un grand merci et leur passer ses grandes salutations. Ce laboratoire fait partie de l'Institut des mesures radioactives. Depuis l'explosion à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le laboratoire a fait 700 000 mesures. Cela a permis de suivre la dynamique de la contamination intercorporelle depuis l'explosion du 4e réacteur. Основной проблемой является то, что несмотря на 20 лет после аварии, le plus grand problème, c'est que malgré le fait que 20 ans ont passé depuis la catastrophe, каждый год у нас имеется несколько десятков населенных пунктов. Tous les ans, on a quelques dizaines de villages в которых уровни облучения dans lesquels les niveaux de contamination превосходят допустимые 1 миллизиверт в год. Sont supérieurs aux normes autorisées. Причем колебания обусловлены в основном употреблением продуктов лесного происхождения. Ces augmentations sont provoquées généralement par la consommation des produits alimentaires qui sont cueillis dans les forêts.
и выдача детям пектина для ускорения выведения цезия из организма. Autre mesure, c'est les cures de pectine qui aident à éliminer le césium des corps des enfants. Трехнедельное применение пектинов белорусского производства Les cures de pectine de production bélarusse pendant 3 semaines permettent de diminuer la charge corporelle de césium de 30%. Как показали расчеты, Les résultats montrent que les cures de pectine sont efficaces s'ils sont menés 4 fois dans l'année. такой же эффект дает Le même effet est donné par les séjours des enfants pendant 1 mois en France, c'est-à-dire la charge diminue également de 30%. и тот и другой метод. Les deux méthodes sont très efficaces. Nous avons organisé les 15 dernières années environ 200 projets d'aide. Alors, les plus médiatiques et celles qui nous intéressent ce soir, ce sont les accueils d'enfants. La deuxième, c'est de venir en aide aux populations qui habitent toujours dans ces régions. Nous avons un financement autonome, essentiellement à cause de ce que vous avez vu tout à l'heure dans le petit bus, les Pissanki. Depuis 15 ans, nous organisons une opération qui s'appelle 10 000 œufs pour les enfants de Tchernobyl. Alors, j'avais 9 ans. Je ne comprenais pas le français. Je savais juste 3 mots, c'est merci, bonjour et au revoir. Quand ma famille d'accueil m'apprenait le français, j'ai répété les mots, les phrases. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple faire du crochet, faire du vélo. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de souvenirs bien sûr. Je sais que ma vie a changé. J'ai changé aussi mon caractère peut-être parce que il y a beaucoup de choses que j'ai appris en France. Voilà. Je me rappelle de chaque journée de mon premier séjour en France. C'est vrai qu'avec les années, il y a des choses, des petits détails qui s'oublient, mais les premières 5-6 années, je pouvais dire les dates, les jours de la semaine et qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je me rappelle que quand je suis venue la première fois en France, je suis arrivée en bus à Strasbourg. Donc, je suis descendue de bus et je vais avoir trop d'émotions. J'ai vu une dame qui venait vers moi quand je sortais. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé que c'était ma famille d'accueil. Les 2 premiers jours, Monique me le dit encore toujours, j'ai passé la plupart du temps dans ma chambre à l'étage. Je sais pas, je me rappelle pas pourquoi, mais j'hésitais. De sortir parce que bon, c'était pour la première fois que j'étais dans une famille ailleurs et puis c'était un peu spécial, nouveau pour moi. Mais donc dans la famille d'accueil, j'avais une interprète. Elle était aussi chez Monique et elle a dit mais Vika, t'es quand même pas venue en France pour rester dans ta chambre. Alors j'ai dit oui, vous avez raison. Et donc depuis, j'ai remonté dans ma chambre juste pour dormir. J'avais très envie. Donc il y avait l'interprète à côté de moi, à la table, avec Monique, son mari Gérard. Et il parlait toujours de différentes choses. Et le fait que je ne les comprenais pas, ça me plaisait pas, ça me convenait pas. Donc je voulais absolument le comprendre. Donc
Je me rappelais des mots, j'allais chercher le dictionnaire, je les cherchais et je devinais de quoi il s'agissait. Après, le reste du séjour, Monique le dit, encore aujourd'hui, j'ai passé avec le dictionnaire dans les mains. Alors voilà de quoi il s'agit. Il y a une équipe d'accompagnateurs en montagne, donc ce sont des professionnels. L'année dernière, on était morts de trouille. Mais parce qu'on savait, à part la photo, on ne savait pas grand-chose de lui. On avait la crainte de ce séjour, de comment il allait se passer, de ce temps d'attente qui était très très long l'année dernière. Ça s'est super bien passé. On a eu un garçon qui s'est très vite adapté, qui s'est plu dans la famille, qui a trouvé ses repères. En fait, au bout de 3 semaines, c'était presque difficile de le faire partir et d'ailleurs, lui n'avait pas envie de partir. Alors là, la raison qu'il a fait partir, c'est qu'on lui a dit que ce n'était pas toute l'année les vacances et qu'il fallait aller à l'école ici aussi. Donc à choisir, il a préféré aller à l'école en Ukraine. Autour de moi, plein de gens m'ont dit oh là là, mais tu vas lui faire vivre la belle vie et après tu la replonges dans une triste réalité. Moi, je pense que 3 semaines de belle vie, ça sera toujours 3 semaines de belle vie. Voilà. C'est déjà ça de prix. Moi, j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est une super expérience. Pour être honnête, moi, j'étais pas vraiment partante au départ. C'était mon mari qui s'était engagé là-dedans. Et en fait, c'est moi qui étais c'est moi qui ai eu le plus envie de dire on continue cette expérience et qu'on permette à un enfant de revenir et puis même à la limite de permettre encore à un autre enfant de reprendre un autre enfant autre que celui qu'on a déjà accueilli. C'était une super expérience. C'était vraiment quelque chose d'enrichissant pour nous. Ça nous a permis de rencontrer une interprète aussi, de discuter avec elle, enfin de faire plein de découvertes. Nous savons qui va venir. C'est une petite fille que nous avons accueillie quand elle avait 8 ans. Elle en a 11 maintenant, donc c'est le 4e accueil que nous faisons. Et on l'attend avec impatience, comme tous les ans. On a toujours un peu des papillons dans l'estomac et puis le cœur qui bat. Pourquoi ? Parce que pendant toute une année, on a eu des contacts par lettre, mais par écrit. Mais on ne l'a pas vue, on sait qu'elle a grandi, qu'elle a évolué, qu'il s'est passé plein de choses pour elle et puis on se réjouit de la revoir. On ne fait pas grand-chose, mais on fait quand même quelque chose pour quelqu'un. Et ça, c'est important, je pense. Beaucoup d'émotions dans ce reportage autour des enfants de Tchernobyl. Je vous rappelle que pour soutenir cette association, vous pourrez acheter les samedis 15 et 22 mars, ainsi que durant le marché de Pâques, des œufs en bois décorés par des artistes d'Ukraine au profit de ce projet humanitaire. 3,50 € pour permettre à un enfant de passer un agréable été parmi nous. On compte sur vous. Curiosité est terminée. Le mois prochain, nous irons au musée d'histoire naturelle dans le cadre de son exposition autour des chauves-souris. Et on parlera de costumes de nos campagnes alsaciennes dans le cadre de l'objet du mois. À bientôt, salut!